Bonjour à vous toutes et à vous tous. Vous connaissez pour la plupart Adat Shalom. Donc on a le Talmud Torah d'abord et la communauté tout entière ont aujourd'hui le très grand plaisir d'accueillir Suzy Morgenstern, à laquelle je souhaite en notre nom à tous la bienvenue. Je vous dis rapidement comment va s'organiser la matinée. Il va d'abord y avoir un moment de conversation entre Suzy et Charlotte, que je remercie très vivement d'avoir organisé cela vraiment de main de maître. Ensuite, il y aura un moment consacré aux enfants pour un atelier d'écriture. Non, tout le monde. Oui, enfin. Tout le monde. Donc voilà. Tout le monde écrit, il n'y a pas de touristes. Voilà, les petits et les grands enfants, pas de problème. Et puis, vous avez, vous voyez, donc notre libraire partenaire maintenant, les Champs Magnétiques, dans le 12e, qui a apporté un large choix des ouvrages de Suzy, donc que vous pourrez vous procurer, et évidemment, vous faire dédicacer à l'issue de cette rencontre. Voilà, je vous laisse la parole et je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Alors, j'ai dit d'abord bonjour à tous, Boker Tov, Shavua Tov, et Bruch haba, bienvenue à notre Talmud Torah d'Adat Shalom. Nous avons l'immense honneur aujourd'hui de recevoir Suzy Morgenstern, la reine de la littérature jeunesse, au sein de notre Talmud Torah d'Adat Shalom. Elle vient de sortir son nouveau livre Écrire, c'est respirer, des éditions Le Robert, et elle sera interviewée par Charlotte Sabat, qui est un membre actif de notre communauté, maman des deux enfants qui ont étudié au Talmud Torah, qui ont déjà fait Bar et Bat Mitzvah. Et on fera un atelier d'écriture et une séance de dédicace grâce à la libraire de Champs Magnétiques, et qui nous a apporté tous ces livres, voilà, que les enfants pourront découvrir. Tout doit partir. Alors, le lien de Suzy avec notre communauté est très fort parce que sa fille, elle était élève en Israël de notre rabbin Rivon Crichier, et aussi elle est membre fondateur de la communauté Massorti de Nice, Mayan Or. Donc voilà, ça c'est pour le lien de Suzy avec notre communauté. Maintenant, je vais parler juste un peu de mon lien avec Suzy. J'ai découvert la littérature jeunesse grâce à mes filles, en français, pas la littérature jeunesse en général, mais en français, grâce à mes filles. Et quand ma fille est née, elle était en CM2, elle a lu, et moi j'ai lu, les livres La 6e, et on est resté passionnés de l'écrivain qu'on venait de découvrir. Et ensuite, nous on est là, aujourd'hui, dimanche matin, dans notre synagogue, et qu'est-ce qu'on fait dans la synagogue en général, les enfants? On prie. Voilà, et en hébreu, les prier, ça se dit les hitpalel. Alors la racine de l'hitpalel, c'est chucher. Et comme c'est dans les modes réflexifs, ça veut dire les hitpalel, ça veut dire c'est chucher. Donc je vais J'ai pas compris. Alors la racine, c'est du mort les hitpalel, Ouais. c'est chucher. Juger. Merci à tous. Juger. Merci. Juger. Grosse gare en espagnol. Juger. Oui, ok. Voilà. Je suis orthophoniste. J'en aurais besoin. Mais moi aussi. Je vais faire des séances. Et ma fille, quand elle avait 5 ans, elle m'a dit il faut que tu fasses de l'orthophonisme. Oui, je dois dire, c'est ce que je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait l'effort. Parce que ça fait quand même 55 ans que je suis en France. Et tout le monde me dit, passez de bonnes vacances, madame. Quand il me rencontre. Ça fait de longues vacances. Et l'accent, c'est une musculation. Il y a des choses qu'on arrive pas à dire. Le U, le R. Voilà, mais pour revenir à ce que je voulais dire, c'est que par rapport à l'écriture, Suzy a écrit dans son livre Écrire, c'est l'archéologie intime. On fouille avec les stylos à la recherche de soi-même. Alors, pour faire les liens avec la prière, comme je vous ai dit, ça veut dire s'échoucher. On peut dire que c'est se prêter à une mise en examen. Donc, écrire et prière, pour moi, ont beaucoup de points en commun. Dans les deux, les corps n'est pas très actif, mais par contre, le cœur
il est très actif. Et alors, voilà, c'est plutôt une recherche intérieure, un travail du cœur, un travail de l'esprit. Donc, je vous laisse avec Charlotte et avec Suzy. Et voilà, merci beaucoup. J'aime beaucoup aussi Suzy, avec mon cheval. Je vais essayer de tenir en 30-40 minutes et de ne pas trop vous dire des questions. Bien sûr. Donc moi je vais poser quelques questions suivies et ensuite bien sûr il y aura la place pour toutes vos questions à vous. Donc Sylvie, merci d'être là, on est ravis. Vous avez écrit plus de 150 livres, vous êtes traduite en 20 langues, vous abordez dans vos livres tous les thèmes universels, l'enfance, l'école, la famille, la fratrie, l'amour, la puberté, etc. avec votre humour, votre fantaisie, avec l'humour et la fantaisie qui caractérise. Et ce succès vous a valu de petits surnoms de la part de la presse. Vous êtes tantôt la reine, la papesse, la star, l'impératrice de la littérature jeunesse. Ils ont oublié la rabbine. Papesse. Est-ce qu'on s'habitue à ces surnoms? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous va bien? Est-ce que ça vous plaît? C'est sympa. C'est sympa. Ça rapporte pas, mais c'est sympa. C'est surtout la papesse qui me fait rire. Bah oui, je trouve que vous revendiquez femme et juive. J'étais même impératrice. En tout cas, c'est flatteur. Donc, vous publiez aux éditions Robert ce livre, Écrire, c'est respirer, qui n'est pas un livre de fiction, mais un livre sur l'écriture, sur votre écriture. On y reviendra dans quelques petites minutes. Mais je voulais commencer, puisqu'on est à Datchalom, commencer par vous faire parler de votre judaïsme. Quel est votre lien au judaïsme aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie d'être juif? Je suis juive avant tout. Je crois que je suis juive avant d'être femme, avant d'être tout. Je suis née dans une petite ville dans le New Jersey qui s'appelle Belleville. On était une poignée de familles juives. Au lycée, on était aussi quelques juifs. Et un jour, un grand noir m'a abordé dans le couloir du lycée. Il a dit: pourquoi vous, les juifs, sont tellement intelligents? C'était comme un programme de m'accuser d'être intelligente. Et je nous ai défendus en disant: regarde mes sœurs, c'est des cancres, regarde celle-ci, elle est pas si intelligente. Au lieu de réclamer, de revendiquer l'intelligence, non, on n'est pas si intelligent que ça. Et j'étais, comme il n'y avait pas une communauté juive, mais parents nous ont envoyé un yeshiva à Newark. Newark, c'est pas New York, c'est à côté de New York. C'est la ville où est né Philippe Roth, entre autres, Paul Auster et moi. Et ma maison était et est toujours cachère. Mon estomac, pas tellement. Et que dire, juste que ça fait une telle grande partie de ma vie, et puis je suis très heureuse d'être parmi vous, parmi nous, parce que dans ce cas-là, vous, c'est nous, et c'est moi, et tout le monde sait que je suis juive, on en parle partout. En Amérique, c'était beaucoup plus ouvert qu'en France. En France, je suis juive et les gens ont l'air d'avoir beaucoup de chagrin pour moi. Mais pour moi, ça a toujours été une fierté. Je suis
Je suis juive. On sent que c'est une grande joie pour vous et puis que vous êtes très attaché à la tradition. Quand on a commencé à se connaître, je vous envoyais des mails et puis vous me répondiez, mais je suis en plein dans la cuisine de Pessard. La cuisine végane, parce que toute ma famille est végane. Alors, je n'ai pas utilisé mes assiettes pour la viande depuis très longtemps. Mais j'étais surtout plongée dans la Haggadah. Un vieux rêve serait d'écrire un Haggadah compréhensible. Prends note. Je parle pas, je parle yiddish, je suis plus juive que moi, elle meurt. Vous êtes aussi très attaché au devoir de mémoire. Vous dites dans le livre que vous recommandez, vous offrez beaucoup de livres sur la Shoah. Mais j'en ai jamais écrit. Je me donne pas le droit parce que je suis née en 1945. Maintenant, vous savez tout, mais je ne vais pas vous dire combien je pèse. J'ai timidement touché à la Shoah, peut-être dans quelques livres, Les 13 tares de Théodore. Timidement, mais j'ai jamais osé écrire parce que pour moi, né après la guerre aux États-Unis, je me sentais pas le droit. Et j'ai hérité la Shoah par mon mari, Jacques Morgenstern, qui était un enfant juif né en 1939. Pas une très bonne idée pour naître juif en 1939 à Nice, qui était caché par les bonnes sœurs, d'abord dans l'arrière-pays de Nice, et qui aimait la messe comme Lustiger. Et son grand frère le tirait de là parce qu'il aurait très bien pu succomber. Et puis mon beau-père, le père de Jacques, était déporté à Auschwitz. Et c'est ainsi que je possède un peu la Shoah, mais ma famille n'a pas été touchée. Pour en venir au livre, après cette première partie, donc c'est un livre qui est un peu un concentré de vous. Il y a à la fois des éléments très autobiographiques, des révélations, des inventaires à l'après-vert, de ce que vous aimez, de ce qui vous inspire. Il y a aussi des conseils très concrets d'écriture qui voudraient prendre la plume. Pourquoi ce titre, Écrire, c'est respirer? C'est juste un titre, des fois ça vient et des fois ça ne vient pas. C'est un déclic. Et il y a des titres qui, par exemple, Lettre d'amour de 0 à 10, c'était un compromis entre moi et l'éditeur. C'est souvent des compromis, c'est l'éditeur qui décide du titre. Et puis, pour écrire, c'est respirer, c'était tout de suite. J'ai écrit, écrire, c'est respirer, c'est resté le titre. Ce livre était une commande de la part de Le Robert et m'a téléphoné pour me demander d'écrire un livre sur ma façon d'écrire. Et je planais, c'était juste trop beau. J'y ai pas pensé toute seule. Et on m'a donné la trame de tout le livre. C'était facile, j'avais pas trop besoin de réfléchir. Et c'est bien quand c'est facile. C'était tout plaisir de travailler avec l'équipe, avec Bérangère, Charlotte. Et puis, un jour, on écrit, peut-être pendant 1 an et demi, et puis un jour, ça devient un livre. Et c'est presque un miracle.
On voit la couverture, on voit les pages. J'aime très modestement, j'aime beaucoup mes livres. Et très modestement, j'ai un autre livre qui est sorti en même temps, qui s'appelle très modestement, je suis un génie. Et c'était pas mon titre, ça c'était un compromis avec l'éditeur qui voulait que ce soit je suis un génie. Et je voulais pas mon gros visage sur la couverture. J'ai dit ça va pas aider à vendre le livre. Et puis elle voulait ma photo sur la couverture. Et voilà, je ne suis pas le genre d'écrivain tourmenté qui arrache les cheveux, qui déchire les pages, comme on voit souvent. J'écris une phrase, je suis ravie, je suis contente de moi à chaque phrase. Mon mari m'appelait l'imbécile heureuse. Je pense que je ne dois pas être une vraie, comme on imagine les stéréotypes de l'écrivain tourmenté. Je suis un écrivain joyeux, une écrivaine joyeuse, une autrice joyeuse. On est des lecteurs joyeux à vous lire parce que ces fulgurances dont vous parlez, c'est aussi un plaisir à lire. Le livre comporte 40 ateliers, c'est des questions que vous nous posez. Donc le livre est jalonné de questions que vous nous poussez à nous poser nous-mêmes. Qu'est-ce qui m'inspire? Quelle est ma liste des merveilles du monde? Comment revisiter un conte de fées? Donc en fait, vous entrez de plein pied. J'ai envie de vous poser la première question que vous nous posez dans le livre à la page 9. Pourquoi j'écris? Pourquoi écrivez-vous? Ah, je vais le lire. Pourquoi réfléchir comme c'est écrit? Pourquoi j'écris? J'écris parce que je ne peux pas faire autrement. J'écris comme je respire. 2, j'écris pour récolter un peu d'amour, dans le meilleur des cas, et pour m'aimer aussi. J'écris parce que j'ai une banque de mots dans ma tête et qu'il faut les dépenser. J'écris pour partager mon expérience, mes secrets et ma vie. J'écris pour me surprendre avec des petites révélations qui surgissent, ces secrets de moi-même. J'écris pour garder une trace de ma vie, pour ne pas oublier les petits riens du quotidien. Comme toute la famille me téléphone quand ils veulent savoir une date, un fête. Ma fille me téléphone pour savoir quand est-ce qu'elle a rencontré son futur mari, son ex-mari maintenant. Je dis, tu l'as rencontré le 12 avril à 14 h. Je regarde dans mes cahiers, j'ai toute ma vie dans mes cahiers. Alors, je sais ce que j'ai mangé hier à midi. Je sais que je me suis endormie devant un film hier soir. Tout est là, tout est là. On oublie tout. Est-ce que tu te rappelles ce que tu as fait, tout à fait, tous les détails de ce que tu as fait hier? Non. Mais si tu l'écris, et souvent, bon, moi j'ai un journal intime, je commence tous les jours par écrire dans mon journal intime, aujourd'hui aussi, et c'est mon hygiène de vie. Je me lève, je me lave, je me mets à ma table et j'écris. Ça commence par 2 poèmes tous les jours. J'échange tous les jours un poème avec un poète qui s'appelle Bernard Friot.
Je ne sais pas si vous avez lu les histoires pressées de Bernard Friot, c'est très drôle, c'est très très bien. Alors, depuis des années, je ne sais pas, peut-être 15 ans, on échange un poème tous les jours sur le même mot. J'ai oublié déjà le mot. Pas dimanche. Lui, il veut pas dimanche. Moi, je veux pas samedi. Alors, on écrit 5 fois par semaine. On a des milliers de poèmes. Donc, je commence par le poème, et puis j'écris dans mon journal intime, et puis je me mets à écrire le livre en cours. Tous les jours. Le samedi, je ne cours pas. C'est l'anathème. Si j'avais une orlet ou un bouton à coudre, par le samedi. Mais j'écris quand même. Je ne peux pas. Dans les raisons d'écrire, j'en pioche quelques autres qui sont très belles. J'écris pour être Dieu, pour créer des mondes, pour faire naître des personnages, des situations, des Pour être Dieu, quand on écrit, on est Dieu. On n'aime pas sa maîtresse, on la fait mourir. On peut faire ce qu'on veut sur son papier. On a tout le pouvoir. Il y a aussi, j'écris pour passer du temps avec mes morts. Je trouve très beau. Ah oui, mais en ce moment, j'écris un livre sur ma sœur qui est morte. Là, plus que jamais, je me rends compte du pouvoir d'écrire, parce qu'elle est là, je la fais vivre, elle est vivante, elle rôde autour de moi, elle me chuchote dans l'oreille, elle est là. J'écris pas de très belles choses sur elle. C'est le livre que j'avais peur d'écrire, parce que son fils, mon neveu, m'a interdit de l'écrire. Parce que ma sœur était un grand escroc. Elle était une arnaqueuse, une escroc, mais c'est très très drôle. Elle était une espèce de Robin des Bois qui volait des riches pour donner à elle-même. Et on ne savait jamais ce qui allait se passer avec elle. Elle obtenait tout gratuitement. D'ailleurs, le titre sera « Tout est gratuit » ou « Ma sœur la pirate ». Et mais elle est vivante, et puis c'est à la gloire de ses arnaques, parce que c'est très drôle. Ma vie avec elle était très drôle. En même temps, j'avais peur qu'elle aille en prison, et en même temps, c'était des victoires, des petites victoires, d'avoir 30 cuillères de glace gratuitement, parce qu'elle disait qu'elle fait une fête ou un bat mitzvah et elle veut goûter tous les parfums. Elle avait toujours une histoire prête pour avoir tout gratuit. Mais il y a 10 000 histoires comme ça, 10 000 histoires. Alors, je pense que c'est vraiment une histoire qu'il faut écrire. Je ne sais pas comment va le prendre mon neveu et ses petites filles, mais il faut que je l'écrive. Même quitte à ne pas le publier, il faut que je l'écrive. Je vous montrer la transition avec ma question suivante. Je voulais vous interroger sur le journal intime, mais je l'ai fait, vous en avez parlé. Vous dites que votre écriture est une écriture du quotidien, de la vie. Vous observez la vie, et c'est par l'observation de la vie des gens qui vous entourent, que vous aimez, leurs petites manies, que vous réussissez à faire émerger des histoires, des vérités essentielles. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'un personnage qui est inspiré de votre vie, qui a donné lieu à un livre? Enfin, il y en a trop d'exemples, mais je suis très souvent un écrivain autobiographique. Par exemple,
un livre qui s'appelle Fleurs tardives. Bon, moi j'étais veuve à 49 ans, mon mari est mort à 54 ans. D'ailleurs, c'était ma première autobiographie, c'est Premier amour, dernier amour. Et j'étais veuve et grand-mère la même année. Et puis j'ai pleuré pendant 10 ans. Et mon gendre, ex-gendre, m'a dit, c'était il y a 10 ans, il m'a dit, tu es encore potable. Et il a mis mon profil sur un site web de rencontre et j'ai rencontré George. George est suisse, suisse-allemand. On s'est rencontrés, on s'est écrit pendant quelques mois. Et puis un jour, j'avais quelques jours à Paris, j'habite Nice comme vous savez, j'avais quelques jours à Paris sans engagement. Et je lui ai dit, il dit, j'arrive par le prochain train. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Georges à la gare de Lyon. Il est sorti du train un peu voûté, tout à fait propriétaire de chaque minute de son âge, avec des oreilles comme des ailes. Et je ne sais pas comment j'ai eu l'intelligence de dire, il me va très bien. Et ça a commencé, c'était il y a 18 ans. Et comme j'aime entraîner tous les gens autour de moi à écrire, j'ai entraîné Georges dans l'écriture de Fleurs tardives, notre histoire d'amour. Alors, c'est Georges, je ne lui fais pas de cadeaux. J'ai des copines qui me font signer un contrat comme quoi je ne parlerai jamais d'elles dans Et bon, c'est dangereux de fréquenter un écrivain. Oui, tous les gens de ma vie entrent dans les livres. Et vous vouliez parler de celui-là avec vos petits-enfants dedans? Je peux vous lire une histoire? Oui. Alors, ça s'appelle Pas de bol. Et vous verrez comme les gens de ma vie entrent dans l'histoire. C'est une histoire de bol. Maman met 2 bols sur la table. Les 2 bols sont exactement pareils. Autant de centimètres, autant de millimètres. 2 bols exactement pareils. Ni beau, ni laid. Simplement utile et léger pour les céréales et le lait. Le petit déjeuner est prêt. Yo-Yo arrive la première et prend l'un des 2 bols. Nono entre tout de suite après. Il regarde le bol dans les mains de Yo-Yo et dit « C'est mon bol !» Les 2 bols sont identiques. Nono essaie d'arracher le bol des mains de Yo-Yo. Yo-Yo hurle « C'est mon bol, maman! C'est mon bol! » Mais quelle différence, j'ai mis maman. Ils sont pareils. Laisse-le lui. Yo-Yo ne veut pas l'autre bol. Mais elle sait que son petit frère pleure et que personne ne supporte ses cris. Elle sait qu'il faut s'aider. Il a gagné. Elle a perdu. Elle boude. Ce n'est pas seulement une histoire de bol. Les 2 bols se remplissent de céréales croquantes et croustillantes. Mais Yo-Yo n'a plus faim. Elle veut l'autre bol. Les flocons sont dans le bol qui n'est pas son bol. Maman ajoute du lait dans les 2 petits territoires, 2 pays, 2 ennemis. Ce n'est pas simplement une histoire de bol, c'est une histoire de guerre. Yo-Yo regarde le bol devant Nono.
Nono fête sa victoire avec de grands bouchées de céréales. Il proclame la bouche pleine. C'est mon bol. Yo-Yo, à pas de loup, glisse ses mains vers le bol que Nono dit être le sien et hop, le lui prend. Maman ferme les yeux puis les ouvre. Elle ne voit pas les enfants sages et géniaux dont elle rêve. Elle voit deux guerriers féroces, deux monstres préhistoriques, deux chasseurs impitoyables. Elle voit aussi, hélas, deux enfants normaux. Elle saisit les deux bols pleins de céréales et de lait et elle les vide sur les deux têtes. Ce n'est pas une histoire de bol, c'est une histoire d'amour. C'est Teresa Braun qui a fait les illustrations avec des photos. Elle est partie de Nice avec les bols, avec la nappe, avec le lait, les céréales, et elle est allée chez ma fille, fatalement, rue du Sentier, et elle a photographié mes vrais petits-enfants. Ça, c'est Yo-Yo, qui s'appelle Yona, qui a 28 ans maintenant, et qui vient de soutenir sa thèse en climatologie, et elle se marie le 18 juin. Et ça, c'est Nono, qui s'appelle Noam, qui a 25 ans, et ils étaient fiers de ce livre. Et on ne pouvait pas entrer chez eux sans qu'ils montrent le livre. C'était pas la mère qui a versé le lait et les céréales sur les têtes. C'était la gentille grand-mère. Ils sont venus chez moi. Tu sais, en français, on dit qui aime bien, châtie bien. J'arrivais pas à croire. J'avais acheté 2 bols pareils parce que je les connais. Et je n'en revenais pas qu'ils aient fait tout ce cinéma pour 2 bols pareils. C'est ça la guerre. C'est, alors, je l'ai écrit, la scène s'est produite. Pourquoi c'est une histoire d'amour? Parce que je savais que si je verse le lait et les céréales, il va falloir que je nettoie leur tête, leur pyjama, par terre, et j'aime pas ça. Mais l'amour nous amène à faire des choses étranges. Et j'aime beaucoup parce que c'est vraiment ça. Je crois qu'il y en a parmi vous qui reconnaissent la scène. Donc, c'est souvent des choses de ma vie qui entrent dans mes livres. Une vie juste normale, sans aventure extraordinaire, l'aventure d'un petit déjeuner normal. Voilà, aujourd'hui on a un atelier d'écriture, une prestation théâtrale, c'était très chouette. Vous m'offrez à nouveau une transition avec ma prochaine question. Vous soulignez dans le livre le lien très fort entre écriture et lecture. Vous dites, on apprend à écrire en lisant. Quand je lis un bon livre, je veux écrire un bon livre. Quels sont les livres qui vous ont inspiré? Je lis beaucoup de littérature israélienne. En ce moment, je lis un vieux livre de Amos Oz
qui s'appelle Ailleurs peut-être, sur ces années kibbutz. J'aime beaucoup, je suis en admiration devant lui. Je connais sa fille, il vient d'avoir un grand scandale en Israël parce que sa fille Galia, que je connais parce qu'elle écrit des livres pour enfants, a écrit un livre terrible sur son père qui est vraiment un idole en Israël et ça a fait un grand scandale. J'ai demandé à David Teboul, mon rabbin, qu'est-ce qu'il en pense. Il a dit qu'elle a le droit de dire ce qu'elle a sur le cœur, mais seulement du vivant de son père. Et je trouvais ça très sage, parce qu'il n'est plus là pour se défendre. Je lis, je ne sais pas si vous connaissez Zrouya Shalev. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bon. Lisez Thera, Thera. J'aime beaucoup, bien sûr, David Grossman. Je viens de lire je ne sais pas comment ça traduit en français, mais c'est celui que j'aime plus que tout, ou ce que j'aime plus que tout. C'est magnifique, c'est son dernier livre, David Grossman. Dès qu'il y a un livre qui sort, je le lis. Je l'ai rencontré à Vancouver. Il y avait une fête d'écrivains et j'étais tellement contente que je voulais aller à sa lecture, mais c'était pris d'assaut, on ne pouvait pas entrer. Je suis allée au directeur de tout le festival de livres, j'ai dit, il n'est pas question que je n'y aille pas, il faut me trouver une place. Et il a dit, si vous étiez ma mère, je ne pouvais pas vous trouver une place. Alors, j'attendais David Grossman qui était dans mon hôtel. J'ai pris son bras et j'ai dit, I'm your date. Je suis avec vous ce soir et on a valsé dans l'auditorium et j'ai eu ma place. J'ai eu quelques tuyaux de ma sœur. La lecture, je vous parle, mais je n'ai pas lu une page depuis une semaine, alors je me sens comme une... J'écris comme je respire, mais je lis aussi comme je respire. La lecture a toujours été importante dans ma vie et je me bats pour que les enfants lisent en espérant leur donner de mon livre à lire. Je pense que c'est important d'avoir des fictions. Maintenant, qu'on a des fictions et des histoires d'une autre source, c'est peut-être aussi bien, mais je ne pense pas. Enfin, moi, je suis une grande adepte des séries en ce moment en thérapie. Merci pour ces conseils de lecture et de série. On va terminer par une dernière question, comme ça vous permettra de poser les vôtres si vous en avez. J'aimerais juste finir en citant quelques-uns des conseils d'écriture que vous donnez à la fin, à partir de la page 125, et puis vous pouvez rebondir sur celui qui vous semble important. Créez vos propres lois. N'attendez pas l'inspiration, allez la chercher. Comment sort ses tripes et on va sortir les tripes et le mettre, le tartiner nos cahiers de nos tripes. Et puis, ne remettez pas à plus tard la joie d'écrire. Oui, souvent, quand je rencontre des gens, ils me disent on va écrire quand on prend la retraite. Il faut écrire maintenant. D'habitude, mon conseil, c'est de se lever 1 heure plus tôt le matin.
moi, je me lève 1 heure plus tôt pour lire 1 heure. Et c'est un très beau cadeau que je me donne. Parce que on est occupé, on est très occupé, la vie nous occupe. Mais 1 heure comme ça, 5 heures du matin à 6 heures, je suis au lit avec un livre, c'est bon. C'est vraiment un beau cadeau. Et tout le monde peut le faire, comme on peut se lever plus tôt pour écrire. C'est un très bon moment, tôt le matin. Vous avez le droit de boire un café avant. Et puis, on y va. On ne remet pas la joie, on ne remet pas l'écriture, on ne remet pas la vie, parce que la vie, on l'a pendant qu'on l'a, et pas après. Donc, pas la retraite tout de suite. J'étais avec ma copine hier, Perla Servan-Schreiber. J'ai la chance d'être une grande copine. Son mari est mort l'année dernière et elle était complètement bloquée. Elle ne pouvait pas écrire. J'ai dit, viens, on s'assoit, on fait un atelier d'écriture et tu vas écrire. Et j'adore animer les ateliers d'écriture parce que on n'a pas besoin d'être écrivain pour écrire, on sait tous écrire. On y va, c'est tout. Et j'ai jamais eu d'échec dans mes ateliers d'écriture parce qu'on écrit en temps réel et c'est écrire ou crever. Vous allez commencer dans ce cahier quelque chose et peut-être vous allez continuer, vous allez prendre goût. Mais pendant le temps qu'on est là ensemble, vous allez écrire. J'ai écrit un autre livre sur l'écriture. C'était un étrange succès. On n'y pensait pas. C'était 365 invitations à écrire. Et ce livre a été réimprimé, je ne sais pas, une douzaine de fois. Je vais vous lire ce que c'est. Écrire, c'est comme vivre. Ça vous tombe dessus comme un coup de foudre. C'est ce qui m'est arrivé quand j'étais petite. J'ai tout de suite aimé le crayon, les cahiers, le papier, à la folie. J'y voyais un pouvoir magique. Je pouvais crier sans émettre un son. Je pouvais faire rire une feuille de papier inanimée. Et surtout, je pouvais enfin parler, car je vivais dans une famille très bruyante et la seule façon pour moi de placer un mot, c'était de l'écrire. Et puis, j'étais Dieu. Je pouvais faire disparaître mes ennemis et créer un monde idéal. Oui, je détenais un vrai pouvoir magique. J'aimerais partager ma passion avec vous et vous dire que pour être écrivain, il n'y a pas de secret. Il faut écrire. L'écriture est une activité à pratiquer comme un sport. Elle demande l'entraînement, endurance, persévérance. J'aimerais vous pousser à aimer écrire. C'est un de mes rêves depuis longtemps, car je pense sincèrement que plus on est de fous, plus on s'amuse. Et une fois que la passion est là, on peut aller jusqu'à la lune. Je suis très fière d'avoir écrit ce livre parce que c'est exactement le livre que j'aurais aimé avoir enfant. Et voilà tout le secret, et qu'il n'y a pas de secret, il faut écrire. Souvent, je vais dans les classes et je demande à la maîtresse de faire acheter un cahier
et que les enfants décorent le cahier pour que le cahier devienne un objet précieux pour eux. Et puis souvent ça tient. Je commence toujours par lire un extrait du journal d'Anne Frank. Et je les lance dans l'écriture du journal intime. Alors, on va procéder à l'atelier d'écriture. Merci Suzy pour cette générosité. Ah, il y a peut-être des questions. Oui, peut-être il y a des questions. J'ai commencé mon premier roman pensant que... Bon, mon tout premier livre, c'était un alphabet hébreu. C'était juste dessiné. J'en ai fait 2 alphabets hébreux comme ça. Après, j'ai écrit ce que ma fille disait tout le temps. Je n'ai rien à faire, je ne sais pas quoi faire. Alors j'ai pris sa phrase et j'ai fait tout un livre parce que j'étais illustratrice au début. Et après j'ai écrit La grosse patate, qui commence par « Tout ce que j'aime faire dans la vie, c'est manger, manger, manger ». Et puis j'ai fait une liste de tout ce que j'aime manger parce que je savais les mots. Je savais le mot pissaladière, par exemple. Et c'est vraiment un mystère pourquoi j'écris en français. C'est sorti comme ça. J'étais en France. Je me serais mariée avec un Italien, sans doute je serais en train d'écrire en italien. J'ai écrit un livre en hébreu parce que je passais un temps en hébreu. Je suis un genre de caméléon linguistique peut-être. Donc j'écris en français. J'écris le livre sur ma sœur en anglais parce qu'on a grandi en anglais. Vous avez des questions? Allez, oui. Et du coup, pour les traductions, parce que certains de vos livres ont été traduits en anglais, est-ce que c'est vous qui faites la traduction ou il y a quelqu'un qui... Et quel regard vous avez sur cette traduction si ce n'est pas vous qui la faites? La traductrice de mes livres était ma grande copine à Nice, Gillian Rossner. Et je suis une mauvaise traductrice de moi-même. Je peux écrire en anglais, je peux écrire en français, mais je peux parler de l'un à l'autre. J'ai traduit quelques livres de l'hébreu en français. Alors, elle me téléphonait 20 fois par jour en me demandant qu'est-ce que tu voulais dire par ça. Et elle était anglaise. Et ça donnait une classe à mon livre qu'il n'avait pas au début parce que au lieu de dire directrice, elle disait headmistress. Oh, j'adorais ces traductions. Avec Jill Rossner, on a aussi écrit 4 livres ensemble qui s'appellent Alibi, Paris Alibi, New York Alibi et Europe Alibi. Et c'était des livres qui commençaient en français et allaient progressivement en français. C'est difficile à trouver, mais on les trouve, c'est publié à l'école des loisirs. Donc, les traductions, c'est pas moi. Et en ce moment, il y a beaucoup de traductions en chinois, en italien. Et l'éditeur me l'envoie pour avoir mon avis. J'ai dit, mais je n'ai pas un avis, je ne parle pas le chinois. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais j'ai suivi les traductions en hébreu et j'ai suivi les traductions en anglais. Est-ce que vous avez écrit des livres pour adultes ou pour adultes? Oui, j'ai écrit mes 18 exils, qui est mon autobiographie à travers les exils. 18, il y avait 28 au départ, mais on a laissé 18.
Premier amour, dernier amour qui est là, c'est vraiment un livre pour adultes. Et oui, je rêve d'une catégorie tout public, que toute la famille lise les livres. Parce que les adultes ne se sentent pas tout à fait bien à lire un livre pour enfants, peut-être, mais beaucoup de mes livres peuvent être lus par tout le monde. La petite dernière, aussi autobiographique, c'est mes 10 ans en Amérique avec mes sœurs. Adulte, comment tomber amoureux sans tomber, qui est avec les cœurs, c'est vraiment pour tout le monde. Comment tomber amoureux sans tomber. Oui, je pense que c'est pour tout le monde. J'ai écrit 3 livres qui sont dans la catégorie adulte, Fleurs tardives, parce que c'est très chaud. Et Jacques a dit, mon livre de deuil que j'ai écrit quand mon mari est mort et que j'ai attendu 20 ans pour publier. Et puis mes 18 exils sont dans la catégorie adulte. Et j'étais très indignée parce que c'est seulement à partir de mes 18 exils qu'on a commencé à me remarquer. Bon, j'étais remarquée dans un certain milieu avec la 6e, avec mes livres pour enfants, mais l'explosion de mes 18 exils, j'ai eu toutes les télés, j'ai eu toutes les radios, j'ai eu toute la presse, comme quoi on dénigre la littérature de jeunesse. Si on me mettait à la télé avec mes livres pour enfants, peut-être les enfants auront l'idée de les lire. La télé pour les livres pour enfants. Vous êtes passé à la grande librairie? Je suis passée à la grande librairie une fois par an. Ils invitent des auteurs de jeunesse. J'étais là avec Claude Ponty. Mais il fallait qu'ils mettent un auteur adulte pour attirer les téléspectateurs. Et c'était Frédéric Lenoir, le philosophe, qui a aspiré tout l'oxygène de la soirée pour lui. François Brunel me posait une question et Frédéric Lenoir répondait. Je voulais vraiment le tuer. C'était l'horreur cette soirée et j'ai failli mourir sur le plateau parce que c'était juste avant ma grande maladie et le lendemain j'étais à l'hôpital. Oui. Il y a un livre que vous avez illustré, par exemple La Petite Dernière. Pourquoi ne pas avoir illustré les autres? Alors, La Petite Dernière, c'est pas moi, c'est Joanne Louis qui l'a illustré. J'ai pas illustré depuis très longtemps. J'ai commencé par être illustratrice, mais l'écriture a pris le dessus. J'avais pas assez de temps. J'aimerais illustrer la Haggadah, mais ça serait sans doute Serge Bloch qui l'illustre parce que lui aussi, il rêve de faire un Haggadah. C'est une bonne question parce qu'on voit dans ce livre une illustration de Suzy qui est impressionnante. Une illustration que vous aviez faite pour Je n'ai rien à faire, je ne sais pas comment. Oui, j'illustrais et puis je n'illustre plus. Alors Laura. Alors j'ai 2 questions. La première c'est de Talia, c'est ma fille. Elle dit pourquoi elle met des cœurs partout. Sur ses lunettes, sur la couverture. Tout à l'heure vous avez montré un livre, il y avait aussi des cœurs partout. Donc ça c'est la question de Talia. Et après je poserai la mienne. Parce que j'aime les cœurs. C'est le symbole de l'amour. Le symbole de l'amour.
Et aussi parce que le jour du Saint-Valentin en Amérique, c'est une très grande fête comme Noël, même plus grande que Noël en Amérique. Et dans l'école, il y avait des chœurs partout. C'est beau un chœur, c'est deux ronds qui se rejoignent, deux qui deviennent un. J'adore. Et je suis myope. Je suis myope. Si j'enlève mes lunettes, je ne vous vois plus. Et depuis, j'ai des lunettes peut-être depuis l'âge de 12 ans. Et tout de suite, j'ai eu des lunettes en forme de cœur. Et je les ai gardées toute ma vie. Alors, vous avez mes toutes nouvelles lunettes. Vous êtes le premier à avoir mes toutes nouvelles lunettes en forme de cœur. Ça coûtait une fortune. Et la deuxième, c'était... Vous avez donné des secrets pour écrire, donc s'entraîner. Mais c'est quoi le secret pour avoir le sens de l'humour, pour voir la vie en rose et avoir cette résilience, quoi? Voir la vie en rose, c'est peut-être avoir une mère comme j'ai eu, qui était très optimiste et positive. Ça c'est un bon truc pour voir la vie en rose. Une mère. Et pour l'autre partie, c'était... C'était comment avoir ce sens de l'humour à toute épreuve. Mais ça, c'est notre talent de juif, non? C'est avoir de distance avec ce qu'on vit. Tu vois, je posais la question à ma fille, une question terriblement indiscrète, horrible. Comment s'est passée ta journée? Et ma fille me disait, ce sont pas tes oignons. Et j'ai dit, mais c'est toi, t'es pas mes oignons, j'ai pas d'oignons. Et mes enfants ne supportaient pas l'humour. À l'adolescence, on ne supporte pas l'humour. Parce qu'on n'a pas cette distance. Tu vois, on ne rit pas de la gravité d'une mauvaise note. Il faut beaucoup de distance pour le faire. Et je crois que bon, c'était une autre méthode de survivre, les Juifs. Oui. Est-ce que pendant que vous écrivez vos livres, vous inquiétez du regard que l'audience aura sur ce que vous faites? C'est une très bonne question, une question qu'on m'a jamais posée. Oui et non, tu vois, c'est là, mais c'est pas consciente. Des fois, je pense à une personne. Pendant 40 ans, je travaillais avec un éditeur, Arthur Hubschmidt, à l'école des loisirs. J'étais juste furieusement amoureuse de lui. Quand j'allais le voir, je me sapais, je me coiffais, je me maquillais, je me parfumais. Et ça ne faisait strictement rien. Parce qu'il aimait les femmes, c'était un grand séducteur, il aimait les femmes le tiers de ma taille et le tiers de mon âge. C'était pas possible. Mais je pensais souvent, est-ce que ça va lui plaire, ça? Mais ça ne me dictait pas ce que j'allais écrire. Il y a certainement des censures, mais c'est inconscient. Je pense pas au public, je pense quand même au public, je peux pas dire que je pense pas. Je sais que si je vais écrire une phrase avec 87 mots, vous allez vous lasser. Je sais que je peux pas faire n'importe quoi. Des fois, je trouve que quelque chose est trop difficile, mais c'est pas souvent, parce que je vous fais confiance pour comprendre
Je pense que les enfants sont plus intelligents que les adultes. Combien fait de pages votre plus grand livre? Je crois que c'est ça, parce que c'était 365 pages pour 365 jours de l'année. J'ai commencé ce livre le 1er janvier 2009 et je l'ai fini le 31 décembre 2009. Et j'ai écrit une page par jour. Ok. Alors, est-ce que vous avez peut-être envie d'écrire? Est-ce que vous voulez? On se lance? Ah, c'est lance, oui. Alors, Merci Suzy. Merci pour les questions. Alors, vous allez avoir un beau cadeau. Vous allez donner votre définition à vous de ce mot. Le mot peut être un plat, ça peut être le couscous. Le mot peut être n'importe quoi. Ça peut être menorah, ça peut être quelque chose de votre expérience à la synagogue ou à Talmud Torah. Un mot que vous allez tirer de votre chapeau et vous allez le définir. J'ai triché parce que j'ai mon mot, je me suis levée avec mon mot. C'est un choix, mais écrire c'est toujours un choix. Ça peut être kippa, ça peut être masque, ça peut être photo. On dit simple comme bonjour. Premier mot de la journée, un cadeau à offrir à chaque passant avec un sourire, c'est encore mieux. Que serait notre monde sans le bonjour? Imaginez si on ne disait pas bonjour à nos parents, à la maîtresse. C'est le bienvenu au monde de chaque jour. Au Portugal, la semaine dernière, j'étais fière d'apprendre bon dia à mes nouveaux humains. En Israël, le mois dernier, je criais shalom à tout le monde. Mot indispensable. Et mon nouveau livre qui va sortir en septembre, pub, s'appelle 77 bonjours, 77 bonheurs. Papoter, verbe du premier groupe. Parler sans s'arrêter. Synonyme, parler, bavarder. Voilà ma définition préférée. Mort, quelqu'un qui n'est plus en vie. Ouais, c'est vachement bien. Comment se fait-il que ce mot... Comment se fait-il que ce mot ne soit pas dans le dictionnaire? Un mot qui veut dire à la fois école et synagogue, la salle arrière où l'on prépare le kidouche et le couloir où l'on se chuchote des secrets. Peut-être est-ce pour cela, parce que la choule est un peu un secret, une cachette, une île, un monde parallèle. On y raconte des histoires de chèvres qui connaissent le chemin de Jérusalem. On y apprend de jolies lettres qui ont leur sens, de droite à gauche, leur valeur numérique, et qui toutes gardent une incroyable indépendance. À la choule, chacun est un, unique, et l'on est aussi un, tous ensemble. Oh, mais c'est très très beau. Tu vois, à partir d'un mot, ce qu'on peut faire, c'est très très beau. Moi j'avais pris rire. Voilà. C'est un beau mot. Oui, c'est être là de tout son corps et de tout son esprit, dans un même mouvement, dans un même temps, et sans idée particulière, avec des sons, le plus souvent de joie, qui sortent du fond de ma gorge,
que je n'ai pas contrôlé, que je n'ai pas construit et que je ne peux pas empêcher. Je pense comme ça serait bien de faire les mots de la communauté, de sortir les mots de Talmud Torah. Ah, c'est vrai, c'est incroyable. 5, avec un C. Je vais faire une photo avec madame. Madame, ça va être vraiment incroyable. Beau prénom. Thank you.